Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et oui, on se retrouve pour un débrief Ligue des Champions. Il est plus de minuit. Pour tout vous dire, je pensais faire ça, on va dire plutôt demain midi, tranquillement, voilà, pour être à tête reposée, à froid. On vient de faire l'émission avec hors-jeu, pardon pour le micro qui a pris un coup involontaire. Et finalement, tu sais quoi, je me suis dit, on t'a terminé assez tôt, à minuit, je me sens pas fatigué. Et puis surtout, j'ai eu beaucoup de messages en débrief, sur le dernier débrief Ligue des Champions, de personnes qui m'écoutent sur la route tôt le matin en allant au travail. Et tu sais quoi, je me dis, c'est pour vous les vaillants, pour ceux qui m'écoutent en podcast ou sur YouTube. On va être présent comme ça demain, quand vous vous lèverez, vous aurez votre petit débrief. On parlera de tout ce qui s'est passé. Et encore une fois, évidemment, avec cette nouvelle formule avec des champions, on est gâté. Il y a énormément, il y a beaucoup de matchs à analyser. On a eu deux clubs français ce soir avec l'OM et Monaco. Malheureusement, deux mauvaises fortunes dans deux sens un peu différents, parce que l'OM, je pense que vous connaissez le scénario, ce carton rouge d'Emerson qui a un petit peu tué la rencontre de l'OM, en plus des mauvais choix de Deserbi, qui a pas su peut-être faire les changements au bon moment ou les bons joueurs, hein, c'est selon la formule. Alors pourtant à 1-0 et surtout à 11 contre 11, il y a vraiment, je trouve, une petite classe d'écart entre ce Sporting et l'OM là. Et puis moi j'avais un petit coup d'œil, alors pour tout vous dire, j'avais un coup d'œil sur le multi et sur l'OM, mais j'essayais vraiment de regarder beaucoup à chaque fois dès qu'il y avait Monaco. Et à chaque fois qu'il y avait Monaco, en fait, c'était des occasions pour les Monégasques et que ça ne termine pas avec au moins un but. Il y a beaucoup de frustration, je pense, pour Pocolli, parce que même s'il y a énormément d'absents, je trouve que son équipe a été bien meilleure que le Tottenham de Thomas Frank et il méritait de repartir avec la victoire. Et Vicario, qui s'en sort avec 8 arrêts sur SofaScore, il a une note de 10 pour un gardien, c'est quand même assez conséquent. Donc Vicario a été monstrueux, il fait pour moi peut-être le match référence de sa carrière. C'est un très bon gardien, mais je trouve ce soir il a été vraiment incroyable. Et honnêtement, tu te dis entre les occasions, notamment de Balogun, de Minamino ou encore d'Akliouche, il y a beaucoup de regrets, mais du coup, tu es un peu partagé parce que tu te dis, ce Monaco-là qui nous déçoit pas mal, c'est quand même bien d'avoir proposé ça, même si t'as pas la finition. Et dans l'autre sens, tu te dis, tu te retrouves avec 2 points, mais tu aurais pu être à 4 avant d'affronter Pafos et Bodo Glimt. Si tu faisais un 6 sur 6 derrière, tu vois, tu avais 10 points au bout de 5 journées. Et finalement, un Monaco malade aurait quand même pu terminer dans le top 24, donc ça aurait été plutôt encourageant pour eux. Donc merci à tous ceux qui sont restés éveillés tard. Je vois que vous êtes quand même pas mal à être présent pour m'accompagner. Comme toujours, on va de toute façon s'amuser à regarder un petit peu voilà, tout ce qui s'est passé dans les différents matchs des clubs français et dans le reste de l'Europe, parce qu'on a quand même Liverpool qui s'est réveillé après 4 défaites de suite, qu'on a mis 5 à Francfort. Les matchs de Francfort, ils sont très drôles cette saison en Ligue des Champions. C'est victoire 5-1 contre Galatasaray, c'est défaite 5-1 contre Atlético et défaite 5-1 contre Liverpool. Il n'y a qu'un seul score, ça c'est bien une équipe allemande, c'est tout à l'extrême pour eux. Il y a le Real qui s'est imposé contre la Juve qui n'a pas gagné depuis un mois et demi. Je pense que pour l'ami Igor Tudor, ça sent la porte. Chelsea qui a déroulé contre l'Ajax, et l'Ajax, les pauvres, c'est un petit peu le paillasson de la Ligue des Champions. On aime bien cette équipe, on aime bien son histoire, on aime beaucoup ses maillots, certains jeunes joueurs comme Mika Götze ou Mokio, mais l'Ajax c'est assez désolant. Et puis sinon, on a eu quand même des beaux matchs à 18h45, parce que ce qui est bien dans les matchs de 18h45, quand t'en as que deux, mais que t'es un gros passionné de foot, t'es un petit peu en train. T'as quand même envie de te poser devant. C'est peut-être pas les affiches qui vont te faire le plus rêver, mais en vrai, le Galatasaray Bodo était très plaisant. Moi, je me suis concentré là-dessus et j'ai vu, encore une fois, Victor Osimhen, où je me dis que ce gars-là, mais. Enfin, je me répète, hein, je viens de le dire dans hors-jeu, mais c'est un attaquant qui, pour moi, doit être top 5 de sa génération. Je pense qu'il l'est. Peut-être comme il est à Galatasaray, donc pas dans un grand championnat européen, on le met un petit peu de côté, mais c'est une chance inouïe pour les supporters de Gala, pour le championnat turc, d'avoir ce buteur, parce que franchement, Osimhen, il dégage un tel truc, ça m'a fait sur le match le même effet que quand il était à Naples ou quand je voyais certaines de ses séquences l'an passé quand il marquait beaucoup. C'est un mec qui dégage un tel truc supérieur des fois, il est tellement facile, c'est waouh. Et oui, ce qui était très drôle dans ce Galatasaray Bodo Glimt, c'est Bodo qui a essayé vraiment de relancer court à chaque fois, c'est la philosophie du coach norvégien, et malheureusement, c'est pas mal parce que c'est audacieux, c'est bien de garder cette identité même en LDC contre un gros adversaire. Et d'ailleurs, il y a un petit détail sur le coach de Bodo Glimt, il avait quand même des bouchons d'oreille. Donc il avait des bouchons d'oreille, je pense qu'il s'était préparé à la fameuse ambiance turque survoltée qui ne pardonne rien. Mais voilà, ils se sont fait punir à deux trois coups et pourtant t'aurais pu avoir un score plus large parce que Gala a récupéré beaucoup de ballons dans les 30 mètres de Bodo et ça aurait pu être un peu plus. C'est vrai que le pressing initié par Osimhen, on connaissait celui d'Embouze à l'image de sa finale de LDC contre l'Inter, mais ça c'était également
pas mal du tout, quoi. Et puis le Bayern qui est en mode intraitable, 12e victoire en 12 matchs. Encore une soirée où on a vu des buts de folie. Lennart Karl, le tout jeune joueur qui a envoyé une patate du milieu de terrain. On a également Luis Diaz. Luis Diaz qui a des stats très intéressantes. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin. Ailier dans une équipe très dominante comme le Bayern en Bundesliga. Oui, il allait forcément faire des choses, mais et pareil, tu te dis, l'adaptation, c'est quand même un joueur qui était à Liverpool, qui est international colombien, qui a 28 ans. Mais tu sais jamais, des fois, il y a des gros transferts. Quand tu changes d'environnement, il suffit que voilà, tu as un petit truc qui se passe et finalement, ça ne décolle pas. Tu vois, les transferts comme Coutinho, comme Griezmann, tu n'es pas à l'abri, tu vois, d'un échec dans ce sens-là. Et Luis Diaz, franchement, son début au Bayern, bah, c'est un bonbon, quoi. Franchement, il est très, très fort. Et comme on s'est dit hier sur le précédent débrief, ce Bayern-là, il est quand même voilà, avec Arsenal et le PSG à cet instant précis, parce que certains vont dire c'est la culture d'instant, mais au bout d'un moment on est obligé de dire ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Oui, c'est les trois équipes qui se distinguent, mais peut-être que d'ici février-mars, le Real de Xabi aura trouvé une bonne formule. Peut-être que le Barça, en avril-mai, aura peut-être recruté avant ou changé peut-être 2-3 choses en défense, avec peut-être aussi le retour de Joan Garcia. Donc le football est un sport où des fois ça peut changer 2-3 trucs et tout peut basculer. Je viens de revoir mes prédictions sous ton tweet, je suis pas mal. Arsenal en vainqueur. Atlético en déception. MVP Gabriel, bon ça je m'en souvenais pas. Révélation Lennart Karl. Bah franchement, c'est que 3 matchs, mais pour l'instant, t'es pas mal du tout. Hein. Franchement, t'es très très bon. Et j'en profite pour vous saluer évidemment sur le chat, ceux qui sont présents pour m'accompagner, avec Ninor qui a lâché son abonnement. Merci beaucoup aux potes nantais de m'accompagner, ça fait super plaisir. Merci à Pastèque qui dit j'ai passé une très mauvaise soirée, je sais pourquoi. Ouais, je le devine. Hein. Malheureusement, avec le scénario d'OM Sporting, ça peut faire mal au crâne. Salut à Thibaut qui va réviser apparemment, mais qui souhaite quand même m'accompagner. Donc ça, c'est super sympa de sa part. À Fatius, à Flip qui a fait le basculement d'hors-jeu jusqu'à ici, et puis également à Soso Chat, la modératrice, qui est également présente parmi vous pour vous rappeler de vous abonner. YouTube, podcast, mettez les petites étoiles qui font bien pour continuer à faire fonctionner la machine. Et d'ailleurs, ce qui est très bien quand tu parles de podcast, pour petite anecdote, moi j'utilise Ocha, donc Ocha en gros c'est mon hébergeur, et Ocha je mets juste un lien et l'audio, et après Ocha lui va mettre directement sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Et Ocha c'est une application qui est très bien faite parce que tu sais, tu as plein de stats, tu peux voir qui t'écoute, à quel moment de la journée, quelle émission marche le mieux, et tu as aussi une map monde où tu peux voir où est-ce qu'on t'écoute. Et en me baladant sur la planète, j'ai découvert que j'avais des auditeurs au Bangladesh. Alors dédicace à eux, à lui, je ne sais pas, peut-être que c'est un touriste qui avait un accès à Internet pour écouter mes podcasts sur la route. Mais voilà, on est écouté quand même au Bangladesh. J'avais déjà dit que j'étais écouté en Bolivie et au Pérou la dernière fois, mais dédicace du coup aux auditeurs asiatiques, et je profite aussi aux auditeurs qui sont très loin. T'es sûr que c'est pas quelqu'un sous VPN ? Peut-être, c'est peut-être le cas, mais du coup le choix de prendre le Bangladesh comme pays hôte, c'est quand même, ça peut faire sourire, quoi. Depuis la Lituanie ici, ben voilà, ça me fait énormément plaisir. Ça, c'est bien chouette. Du coup, les amis, je vous propose, comme on a commencé à l'évoquer, de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Si vous êtes là à minuit 26, c'est pas pour m'entendre parler de géographie asiatique, mais évidemment, pour faire ce gros débrief Ligue des Champions, donc on a commencé à dire les scores, un petit point de classement, parce que c'est vrai qu'hier on l'a pas fait, c'est vrai qu'il y avait que la moitié des équipes, des matchs, mais là pour le coup on peut un peu plus avancer. Le PSG est premier avec voilà, la même différence de but que le Bayern, mais un but marqué en plus, donc ils sont devant. Donc on a quand même 5 équipes qui sont à 9 sur 9. Le PSG, le Bayern, l'Inter, Arsenal, le Real. On a ensuite, pour compléter le top 8, Dortmund, City et Newcastle. On a également le Barça, Liverpool, Chelsea, le Sporting, Karabag et Galatasaray qui sont également à 6 sur 6. Donc ils sont pas loin de Newcastle qui est le premier qualifié. Enfin le dernier qualifié, on va dire, on va plutôt le prendre dans ce sens. L'OM du coup se retrouve 18ème parce que malheureusement ça fait que 3 sur 9, donc bilan comptable pas encore satisfaisant. Et il y a un match contre l'Atalanta qui arrive la semaine prochaine, donc tu peux passer contre l'Atalanta, enfin pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Et puis Monaco avec 2 points et 27ème, donc ils sont pas loin, ils sont qu'à un point des premiers, tu vois, potentiels derniers qualifiés. Mais il va falloir quand même aller chercher des victoires. Et comme je vous le dis, il y a des matchs qui vont arriver contre Pafos et Bodo Glimt. Et si la SM veut avoir un avenir européen fin janvier au printemps, ça va passer par là, quoi.
Dans 4 mois, tu m'as écouté depuis Thessalonique. Putain, ça, c'est incroyable, ça me plaît beaucoup, quoi. À quand le jeu joueur de Conference League ou recherché par Interpol, Clément fait pour toi? Ah oui, je sais pas si vous avez vu, mais des fois, il y a des petits, on va dire, quiz où tu dois deviner si telle personne est genre un chanteur de variété ou recherché par Interpol, ou si c'est, voilà, là, pour le coup, ils ont fait une formule, joueur de Conference League ou recherché par Interpol. J'ai commencé à faire le jeu et je suis un peu un fou du bus parce que j'ai reconnu un joueur lointain de Slovénie, donc celui je l'avais. Par contre, il y a deux trois visages et des mecs, c'est des tueurs. Tu sais pas si c'est des défenseurs biélorusses ou si c'est des mecs qui ont toutes les polices du monde aux trousses, quoi. Donc ça reste chaud. LinkedIn ou Interpol, c'est vrai que celui-ci était pas mal. Celui-ci, il est quand même. De toute façon, LinkedIn, il faut aussi essayer de rendre cette application distrayante et je pense que c'est la bonne formule. En parlant de distraction et divertissement, malheureusement, l'Olympique de Merveille, dans le mauvais sens, est retourné ce soir à ses mauvais jours, parce qu'on a pu voir un OM qui en 11 contre 11 a été très bon, faut le dire, hein, quand il y avait le même nombre de joueurs de chaque côté, l'OM a été supérieur, l'OM a bien joué, l'OM a fait des séquences de haut niveau, à l'image du but, j'ai adoré, que ce soit Vermeuren, que ce soit Greenwood, la transversale d'Aubameyang, et cette finition de Paixão qui après son doublé contre l'Ajax confirme. On parle d'un joueur à 30-35 millions. Il y avait quand même ce besoin, tu vois, d'avoir un gars qui t'apporte assez vite des garanties. Vous me connaissez, je suis de la team patience. Même si c'est des gros transferts, je suis toujours là en mode, il faut quand même de l'adaptation, il faut s'adapter à un nouvel environnement, il faut prendre ses marques. On peut pas descendre un mec au bout de 3-4 matchs. Après, le prix du transfert et la pression du club et les enjeux font que la patience est quand même limitée à certains moments. Et je peux comprendre que Paixão, on attendait des choses assez vite. En plus, le pauvre, il s'est blessé, il a quand même été recruté, donc tu avais une recrue sur une jambe, tu te disais, bon, c'est quand qu'il va pouvoir se lancer. Et Paixão, c'est quand même vraiment pas mal. Et dans un registre différent de ce qu'on a pu voir avec Obama et Greenwood, lui ou même Gouiri, pour finir les actions, c'est pas mal, quoi, d'avoir un mec qui, comme ça, a une telle grosse frappe, qui peut tenter sa chance à tout instant, qui te trouve des zones d'angle, enfin vraiment, ce Paixão, il est quand même assez incroyable, déstabilisant. Et pour De Zerbi, bah, ça peut être un peu un facteur X dans ces matchs de Ligue des Champions, des fois un peu fermés, des fois où ça joue sur des détails. Et lui, comme il a vraiment cet atout assez dingue, je vais pas dire que les frappes de loin ça a disparu, mais on peut voir quand même que c'est une petite tendance. Et Paixão, lui, dès qu'il arrive dans les 20-25 mètres, pied gauche ou pied droit, il réussit à trouver voilà, le truc qu'il faut pour mettre son équipe dans le bon sens. J'ai beaucoup aimé Arthur Vermeuren encore une fois. Alors ça fait partie aussi des points noirs de la soirée, au-delà du carton rouge d'Emerson, on va y revenir là-dessus, mais Vermeuren, pour moi, j'ai pas compris pourquoi il était sorti à la pause. Est-ce que c'est vraiment un choix tactique de De Zerbi de mettre un O'Reilly qui a plus ce profil offensif de 8-10 pour aller se projeter, aller tenter quelque chose dans la défense du Sporting? Mais je trouvais que le double pivot Højbjerg-Vermeuren tenait très très bien la route, et lui pour le coup, comme son match contre l'Ajax, c'est un profil super intéressant de régulateur, et techniquement c'est très très propre. C'est là où je trouve qu'aussi que l'OM, t'as peut-être envie de tout balancer ce soir parce que tu prends 0 points, t'es à 3 sur 9, mais le niveau technique de l'équipe a aussi progressé grâce à tes recrues, grâce à des joueurs comme ça, et malheureusement tu repars de cette soirée très frustré. C'est la Ligue des Champions, donc c'est aussi tu te dis, c'est le genre de truc où tu ne peux pas finalement voilà, t'échapper, et c'est un peu la LDC, j'ai pas envie de dire que c'est noir ou blanc, mais quasiment, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas des fois avoir la nuance, parce que même si c'est une nouvelle formule, tu as un peu plus de matchs, tu ne peux pas accumuler trop d'erreurs. Et Emerson, malheureusement, c'est terrible parce que c'est un joueur d'expérience, c'est quelqu'un depuis son arrivée qui a été très très bon. Je peux comprendre que le premier carton jaune il soit très discutable, il peut ne pas y être, mais de toute façon, il lui a donné l'arbitre. Donc maintenant, il faut avancer, et il sait qu'il a cette épée de Damoclès au-dessus de lui, et il y a cette situation et la simulation sur le penalty, avec en plus, encore une fois, tous les angles de caméra, l'arbitre qui peut aller consulter ça, il donne le jaune, et malheureusement ça fait rouge. Donc c'est terrible, parce que tu passes d'un penalty et un potentiel de 0 à finalement ce score, de passer en infériorité numérique, quoi. Donc c'est quand même assez chaud, quoi. Donc on peut commencer à parler de l'arbitre, je pense. Moi j'ai posté évidemment sa séquence contre Monaco, parce que celle-ci elle est assez terrible, hein, pour lui, où tu vois que finalement le Monaco Benfica il est totalement perdu pied, il a fait assez vite n'importe quoi. Mais quand j'ai posté ce truc, c'était pas forcément pour dire l'OM a été désavantagé, c'est plutôt que je considère
que c'est un arbitre qui a manqué à sa tâche l'an dernier en Ligue des Champions dans un gros match, un barrage, et que pour moi, il n'aurait pas dû arbitrer aussi vite, aussitôt, de nouveau un match de LDC, parce que c'est vraiment l'élite de l'élite, encore plus une équipe française contre une équipe portugaise. Tu vois, c'est quand même des contextes. Je dis pas que Marseille c'est Monaco et que le Sporting c'est Benfica, mais je pense que c'est important de pouvoir un petit peu, tout simplement, ne pas le mettre dans un match comme ça à enjeu, parce que forcément, lui, il y a des situations, je trouve que avec la VAR, il s'en sort bien, mais pour le coup, ces genres de match, franchement, s'il n'y a pas l'arbitrage vidéo à la fin, c'est terrible, quoi. C'est un match, on s'en souvient, parce que entre le carton rouge donné au joueur du Sporting, alors que c'est plutôt jaune pour tous les deux, parce que Pavard et Arrojo, ils se sont un petit peu invectivés, voilà. T'as le penalty, j'inclus aussi son corps arbitral avec le hors-jeu, ça peut être aussi terrible. Donc, et l'OM et le Sporting, peut-être plus le Sporting, hein, ça peut être aussi un point de vue, ont été mal arbitrés ce soir. Et ce gars-là, ça participe. De toute façon, quand un arbitre se retrouve protagoniste principal du match, ça peut toujours être assez critique, mais je veux pas non plus. Bon, là, je viens de faire 2 minutes sur lui parce que je comprends pas le choix de le remettre en LDC aussitôt. Mais évidemment, si l'OM a perdu, et je le répète parce que c'est très important, c'est pas à cause de l'arbitrage. C'est d'abord une chaîne de responsabilité. Emerson qui fait la première connerie monumentale avec ce deuxième jaune, et derrière, c'est un match où De Zerbi, j'ai l'impression qu'il a un petit peu perdu le fil, où il n'a pas su trouver peut-être les bons changements, ou peut-être qu'il a trop voulu aller à l'essentiel, à savoir défensivement préserver le 1-0. Et voilà, tu vois, les entrants, j'ai pas aimé l'entrée d'O'Reilly, j'ai pas aimé l'entrée de Luis Garcia. Il y a beaucoup de joueurs qui m'ont déplu ce soir sur le banc marseillais. Le petit Robinho Vaz, il a eu 5-6 minutes, on a quand même vu quelque chose, mais c'était pas assez pour le juger. Gomez sans plus, exactement. Après, j'ai parlé des entrants de Zerbi, d'Emerson. Je trouve, tu vois, que le match de Pavard pour un joueur international, une recrue de ce calibre, c'est insuffisant. Euh, j'ai trouvé que Balerdi aussi, on a parlé d'arbitrage, si Balerdi il prend rouge dès la première minute, il n'y a pas scandale dans l'absolu. Il y a cette erreur, ensuite il a un petit peu été mieux. Rouli aussi a eu 2-3 moments un peu chauds, mais il te sauve aussi quelques situations. Wea, on va dire un peu neutre. Greenwood, il sort au bout de 45 minutes parce que De Zerbi se dit passer un match à 10 contre 11 avec un Greenwood qui va pas défendre, c'est quelque chose. Moi, je sais pas si je l'aurais pris comme ça parce que le Sporting était quand même défensivement pas dingue. Et je me dis que même si c'est quelque chose d'aller peut-être garder une ligne de 4, deux milieux de terrain, et quand même essayer quelque chose avec trois attaquants, un Paixão, un Aubameyang, un Greenwood. Là, j'ai l'impression qu'avec le choix O'Reilly, tu as voulu accompagner Aubame et Paixão. Mais finalement, je me demande s'il fallait pas garder Greenwood, quitte à prendre ce risque. Mais au moins, tu vois, tu te dis, tu gardes la menace Greenwood et dans l'esprit du Sporting, parce que là, peut-être que le Sporting, qui est une équipe qui, je trouve, à 11 contre 11, n'a pas montré grand-chose, et tu sentais qu'il y avait quand même un petit truc inférieur par rapport à cet OM-là. Mais eux, ils se sont pris au jeu, ils ont vu que ça commençait à tourner en leur faveur, ils ont vu que les changements défensifs de l'OM ne portaient pas leurs fruits, et que finalement tu as eu petit à petit la place. Après c'est vrai que le deuxième but, bon c'est un truc contré, mais quand tu vois que Pavard fait main, si c'était pas but un peu rigolo, c'était penalty quoi. Bon, après Rouli il en a déjà sorti 2-3 dans sa carrière à l'OM, mais c'est vrai que ça aurait pu aussi tourner comme ça, avec un péno. Et non, je le dis encore une fois, dans les satisfactions, Paixão, parce que lui, il réussit toujours à se distinguer et à apporter de la menace et avoir un registre différent de ses autres compères de l'attaque. Il a ce côté, même, tu vois, le but, il est tellement bien exécuté, la frappe enroulée, lucarne opposée du droit. Je trouve que vraiment, c'est du haut niveau. T'as Højbjerg et Vermeuren. Je trouve qu'Højbjerg, il a eu un petit coup de mou au mois d'août, notamment le match à Rennes, le match à Lyon, où c'était pas foufou. Mais j'aime bien quand même cette association avec Vermeuren. J'aimais bien aussi avec O'Reilly. Donc ce qui est sûr, c'est que côté marseillais, tu as beaucoup de possibilités. Mais finalement, je me demande si dans l'absolu, tu peux pas essayer peut-être de trouver une défense à 4. Tu peux mettre Højbjerg, Vermeuren, O'Reilly un peu plus haut, Aubame, Paixão, Greenwood. Et bien sûr, tu as cette volonté d'avoir des pistons, un petit peu la même formule qu'au Real, parce que Emerson et Weah avaient été très bons ce soir-là. Mais
je sais pas, de toute façon, tu as beaucoup de possibilités. C'est ça aussi qui est intéressant avec le mercato de l'OM, c'est que tu as 2-11, tu as encore des joueurs qui sont blessés, qui vont revenir. Mangoubri, ça va pas être de suite, Medina aussi, mais Ahmed Junior Traoré, moi j'avais beaucoup aimé à Auxerre, ça va être intéressant de voir quel va être son rôle. Est-ce que ça va être un joker, ou est-ce que lui, qui a quand même un certain talent, il peut réussir à aller chercher une place de titulaire? Faudra voir, hein, parce que ça vaut cher désormais les places. Mais voilà, après, je le redis, De Zerbi, il y a les joueurs qui n'ont pas été à la hauteur, les remplaçants qui n'ont pas répondu à leur mission. Mais De Zerbi, je ne sais pas si à la 45e, il s'est pas un petit peu précipité en sachant que l'OM, il n'y avait pas le feu au lac, que ça menait 1-0 et que tu pouvais encore aller chercher ce Sporting. C'est mon avis, mais j'aurais quand même voulu voir peut-être un peu plus de prise de risque. Et finalement, 45 minutes en Ligue des Champions, c'est long. Et essayer de jouer un peu plus à la montre ou la carte défensive, j'ai l'impression que ça a coûté cher à cet Olympique de Marseille là, quoi. Après, sinon, côté Sporting, c'est vrai qu'Ulmand au milieu de terrain, il a toujours une belle activité, ce joueur, j'aime beaucoup. Kenda, c'est pas celui qu'on a le plus vu, mais ça reste quand même un jeune intéressant. Luis Suarez, bah, tu vois, il est pas loin de récolter un rouge avec la première action sur Balerdi. Et notre ami avec Kanto Kotchorashvili, la révélation de l'Euro 2024, j'aurais bien voulu le voir, évidemment, pour les Bordelais, dédicace, parce que Ricardo Mangas, qui se retrouve dans une équipe qui joue à la LDC, 3-4 ans après son passage un peu miséreux à Bordeaux, bah comme quoi, comme je vous le dis, il n'y a pas de mauvais joueurs que des mauvais contextes, et Ricardo Mangas est encore une fois l'un des énièmes exemples par rapport à ça. Mais le Sporting, j'en attendais plus, je trouve que c'est une équipe qui n'a pas montré beaucoup de choses, mais voilà, ils sont allés chercher cette victoire après leur succès contre Almaty, et finalement eux ils sont à 6 sur 9, et du coup eux ils se bénéficient de ce fait de jeu, mais qui fait tout basculer. Et des fois, le carton rouge, c'est quand même quelque chose. Mangas à Bordeaux, c'était le latéral droit de mémoire, parce que Mensa, c'est ça, c'était le gauche. Donc, ouais, t'as bien raison, c'était le latéral droit, quoi. Donc, on va voir. Du coup, petite projection évidemment sur le calendrier de l'OM pour la suite. 3 sur 9, mais t'as fait 2 matchs à l'extérieur. Peut-être qu'on peut pondérer. Ce qui est regrettable, c'est qu'évidemment, maintenant, c'est les places à enjeu, parce qu'on sait que dans cette formule LDC, mieux vaut être, on va dire, peut-être 10, voire 14e, si on est très optimiste, que 24e ou 22e. Parce que là, si tu es... alors, dans l'état actuel, par exemple, l'OM rencontrerait Tottenham ou le PSV Eindhoven. C'est pas injouable, hein, évidemment. Bon, et vous êtes à peu près sûr que ce classement va bouger, mais si tu te retrouves 22e, 23e, comme il y a beaucoup d'équipes qui se bousculent là au portillon, si tu tombes sur du Chelsea, du Liverpool, du Barça, bah, c'est vrai que ça peut être plus compliqué, même si l'OM aura sans doute, voilà, va essayer de jouer crânement sa chance. Quand tu retrouves la LDC, quand tu as un beau mercato, quand tu as un effectif qui est avec des grosses individualités, l'objectif pour moi, l'OM, j'aimerais qu'ils aillent au moins 8e de finale. Donc s'ils peuvent s'éviter un barrage archi relou, il faut réessayer, quoi. Après, oui, il faut déjà passer les poules. Peut-être qu'il faut pas mettre la charrette avant les bœufs, mais la charrue. Là, parce que la charrette, tu peux essayer, mais c'est évidemment l'expression, c'est la charrue avant les bœufs. Et ouais, OM Spurs, le PTSD, ouais, c'est vrai que ce OM Spurs, on s'en souvient de l'occasion de Kolasinac et Højbjerg, qui est dans l'équipe d'en face désormais, qui avait scellé le sort de l'OM, qui a terminé 4ème et pas repêché en Europa League. Du coup, le programme des Phocéens, réception de l'Atalanta dans 2 semaines. La trêve internationale, tu reçois de nouveau Newcastle. Là, en vrai, il faut prendre au moins 4 sur 6 pour se mettre bien en vue des barrages. Et après, tu auras ces 2 déplacements en Belgique, donc l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges, et au milieu Liverpool. Bah, si tu veux être barragiste, faut que tu prennes 4 points à Atalanta-Newcastle. Et Union, Liverpool, Bruges, au minimum, il faut que tu prennes 4 points. Et je pense que tu seras à 8-11. 11 points, normalement, c'est la moyenne à peu près pour être au moins tout en bas. Mais si tu veux t'éviter un truc un peu plus relou, bah, peut-être qu'il faudra aller chercher 2 victoires. Il va falloir aller essayer peut-être de faire 4 victoires. Là, tu as déjà 2 défaites. Donc 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Ça pourrait être une option pour être à 14 et pas être dans des places trop reloues, quoi. Ouais, l'an dernier, ça s'était joué. Je pense que l'an dernier, on va l'avoir le classement. L'an dernier, ça s'était joué à 11 points. Le Dynamo Zagreb avait 11 points et ne s'était pas qualifié. Donc, même avec 11 points, bien sûr, il y a une différence de but de moins 7 par rapport à Bruges qui en avait moins 4. Mais ça peut être quand même le petit truc à noter. La différence de but peut être assez importante. Je pense que l'OM aura quand même peut-être, on peut l'espérer, une différence de but supérieure parce que là, tu as encore plus 2
avec le large succès contre l'Ajax, mais ça va être important. 11 points, c'est beaucoup. Ça peut être quelque chose, hein. Après, là, tu vois, il y a encore pas mal d'équipes qui sont tout en bas, qui n'ont pas pris la moindre victoire. Donc peut-être ça peut être un peu moins, peut-être que ça peut se jouer à 10. On verra. De toute façon, c'est une formule qu'on découvre, hein, c'est que la deuxième année. Donc c'est bien de voir à peu près la médiane, la moyenne. Mais ce qui est sûr, comme je vous le dis, l'OM peut réussir à terminer avec 11 points, 24e, 23e, 22e. Ok, on passe pour les barrages. Mais si tu tapes cette zone-là, bon courage, hein, parce que même si on aime bien ce qui se passe depuis le retour de la trêve de septembre du côté de l'OM, c'est fou quoi. Benfica qui est le Nice européen. C'est vrai que quand tu vois les deux équipes qui ont 0 points, bon, après il y a des choses qui peuvent s'expliquer, hein. Benfica, la fin de mandat de Rui Costa qui est une catastrophe absolue, le choix de Mourinho, je suis pas convaincu, et l'Ajax qui a pas l'équipe, qui a pas le niveau, et c'est vrai que petit hommage à l'OGC Nice, hein, pour le moment, et c'est ouf, hein, de voir ces deux équipes qui sont quand même des équipes légendaires en Europe, dans leur pays, quand tu vois que ouais, Pafos a déjà pris 2 points, que même le Kairat Almaty qui est assez faible en a pris un, que Bodo est à 2, que le Slavia, tout ça. Donc attention, mais tu vois, il y a aussi d'autres équipes, hein. Par exemple Villarreal qui fait un bon début de saison en Liga, ils sont, tu vois, 3e, et en LDC, bon, ils ont joué City, la Juve, et ils ont joué qui d'autre, le sous-marin, ils ont joué Tottenham. Tu vois, ils n'ont pas eu un calendrier simple, mais pour le coup, après, ils vont enchaîner Pafos, ils vont enchaîner Dortmund, Copenhague, ils vont enchaîner l'Ajax, donc, et Leverkusen. Donc tu vois, s'ils prennent des victoires contre l'Ajax, Pafos et Copenhague, ils seront à 9. Et tu vois, il leur manquera peut-être un point pour se qualifier. Mais c'est vrai que dans cette formule LDC, ça peut avoir de grosses conséquences, quoi. Donc en résumé pour l'OM, évidemment c'est hyper fâcheux parce que c'est une défaite en Ligue des Champions. Tu es à 3 sur 9, tu peux prendre du retard sur ta qualification et une bonne place en barrage. Mais à 11 contre 11, j'ai encore vu une équipe supérieure, j'ai vu de belles choses. Faut pas tout jeter, voilà. Évidemment, c'est comme je vous le dis, c'est hyper frustrant, c'est hyper rageant. Et ça joue sur une erreur d'Emerson. Emerson, quel âge? Emerson, 31 ans. Bon. Alors qu'il fasse ça à 18 ou 31 ans, vous allez me dire, c'est pareil, mais avec son pédigré, c'est une anomalie d'avoir déconné comme ça sur cette simulation. Mais ce qui est bien pour l'OM, c'est que tu as un gros match en jeu qui arrive dès ce week-end avec samedi le déplacement à Lens. Tu dois préserver ta place de leader, tu as une belle équipe en face. Ça va être un nouveau match à l'extérieur, un nouveau contexte. Ça va être intéressant de voir justement la capacité de réaction de l'OM parce qu'on a vu forcément un mois d'août particulier avec ces deux défaites contre Rennes et l'OL, un mercato qui s'est terminé. Tu as eu la défaite contre le Real mais qui était hyper encourageante. Par contre, ensuite, tu as enchaîné une grosse série de victoires avec notamment l'Ajax, le PSG, Strasbourg, Le Havre, Metz, tout ça. Et là, pour le coup, c'est le premier accro. Et ça va être intéressant de voir la capacité de réaction de cette équipe parce que dans une période où tout allait bien, tu sais que finalement, tu allais aussi en perdre des matchs. Ça peut arriver. Maintenant, on va voir comment ça va se passer. Ouais, tu as des cadres, tu as des très bonnes recrues. T'as un petit peu de banc, parce que ce soir, par exemple, t'as Garcia, Gomez, O'Reilly, Vaz, Murillo qui rentrent. Même, tu vois, j'ai parlé de toutes les entrées, mais Murillo aussi, d'habitude, j'aime beaucoup de joueurs. Ce soir, je ne l'ai pas trop reconnu. Et t'as Nadir et Egan Riley qui sont restés sur le banc. Donc, ouais, je pense que tu verras peut-être 2-3 adaptations sur le match à Bollaert. Je pense qu'O'Reilly démarrera, Murillo aussi. Peut-être Vaz, hein, d'entrée, dans un contexte comme ça. On se dit, bon... Lens, c'est peut-être pas le niveau d'une équipe Ligue des Champions, mais c'est quand même une équipe qui fait un très bon début de saison. Et avoir un petit peu d'adversité comme ça, pour voir si Vaz il peut répondre présent et jouer par la suite dans la cour des grands, la coupe aux grandes oreilles. Prochain match, les amis. Alors là, comme je vous le dis, c'est un peu inédit dans l'histoire. Mais comment Monaco n'a pas fait pour marquer un but ce soir? 21 tirs, 9 cadrés, 8 parades pour Vicario. Il a eu 10 sur 10 dans SofaScore. Monaco qui a dominé vraiment cette équipe de Tottenham qui a été assez timide, je trouve. Il y a eu des belles actions, hein, notamment à l'initiative d'Odobert. Richarlison, il en a une belle. T'as aussi eu des coups de pied arrêtés, mais au global, ce Monaco-là, qui est quand même une équipe, je l'ai dit, malade, convalescente, qui a changé de coach, qui va devoir très très vite trouver le bon remède pour se remettre à la tête à l'endroit,
les résultats en Ligue 1 sont pas catastrophiques, mais on parle beaucoup de jeu et aussi forcément du rapport de force entre le coach et les joueurs. Parce que, par exemple, samedi dernier, lors d'Angers Monaco, on a vu la sortie d'Ansu Fati qui n'a pas adressé un regard, qui n'a pas suivi son entraîneur. Premier match pour Bocconioli, je pense qu'il se dit ok, je débarque dans ce vestiaire, ça doit pas être évident. Merci beaucoup Pastèque et très bonne nuit, très bonne soirée à toi. Et Bocconioli, pour lui, ça va pas être évident de prendre la mesure de ce vestiaire où il y a des sénateurs, où les gens se laissent pas faire, où on est très dur avec les coachs, on a son petit confort, et se faire bousculer, c'est pas la norme. Et si vous avez vu ma vidéo sur les coachs à suivre, Bocconioli, il a pour mentor Louis van Gaal. Louis van Gaal, si Fati, il avait fait ça à Van Gaal, je peux vous dire que Fati, le lendemain, 6h du mat, il était dans le premier avion direction Barcelone. Parce que Van Gaal, c'est quelqu'un qui ne se laissait pas marcher dessus. Donc Bocconioli, je pense que ça reste un jeune coach et qu'il ne voulait pas envenimer la situation. Je pense qu'il a arrondi les angles, tout ça. C'est vrai qu'en Ligue 1, on a quand même perdu des points précieux contre les petites équipes. Oui, c'est vrai. Alors, je disais d'un point de vue comptable, c'est pas catastrophique parce que tu restes, mine de rien, t'es pas moitié de tableau, tu vois. T'es à 14 points et Monaco est du coup et à 4 points de l'OM. Et pourtant, ou 3 points du PSG ou 2 de Strasbourg. Pourtant, tu as l'impression qu'il y a une galaxie d'écart entre ces équipes. Tu vois, d'un point de vue comptable, je crois qu'ils ont quand même. C'est pas non plus critique. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur les matchs contre les équipes à leur portée, sur le fond de jeu, sur les individualités. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et c'est pas normal, même si, je le redis, il y a beaucoup de blessés. Et même, Crépin Diatta, ce soir, il sort également touché. Il y a une malédiction sur l'infirmerie de Monaco. Mais tu as quand même des joueurs pour proposer quelque chose. Et sur la fin, avec Adi Hutter, c'était terrible, quoi. Mais par contre, tu vois, j'ai bien aimé le match de Salisu. Caio Henrique a été excellent, très bon défensivement et aussi avec son fameux pied gauche. Je trouve qu'il a trouvé des bonnes zones de passe ou des centres. Mais je trouve que ce qui est intéressant avec Bocconioli, finalement, c'est vraiment le système à 3 derrière qui était aussi sa signature à l'USG. Et il continue avec ça. Et des joueurs de couloir comme Diatta, comme Ouattara qui enchaînent. Donc c'est plutôt positif. Et même ce double pivot Thésée Koulibaly, quoi. En début de saison, tu prends l'effectif de l'ASM, tu te dis que Thésée Koulibaly, c'est peut-être la 11e ou la 12e association possible. Parce que devant, tu as Zakaria, tu as Camara, tu as potentiellement Pogba s'il revient un jour, tu as peut-être Golovin, tu fais redescendre tout ça, ou même Akliouche qui a des fois à jouer dans le double pivot. Mais quand même, tu réussis à avoir ce double pivot-là. Et ce match contre Tottenham, il va laisser beaucoup de regrets parce qu'avec une victoire, je pense que la saison de l'ASM il y avait un nouveau souffle, il y avait un second souffle, il y avait un nouvel élan qui pouvait se déclencher et tu repars finalement avec seulement un point contre un Tottenham, certes, qui était peut-être sur le papier supérieur, mais qui était très prenable parce que c'est un Tottenham de Thomas Frank qui est un peu plus dans le dur par rapport à la très belle période qu'on a pu voir au mois d'août. Alors au passage, évidemment, je l'ai dit, mais le kit full intégral noir de Tottenham, il est magnifique. Alors désolé, mais, je suis peut-être un bandeur, mais c'est simple et efficace. C'est comme celui de la Juve ce soir contre le Real. Moi, des fois, les kits chaussettes, shorts, maillot noir, ok, c'est pas très fantaisiste, mais je trouve que sur le terrain, ça rend très très bien. Et c'était le cas pour cette équipe Tottenham. J'étais content quand même de voir aussi Kolo Muani rentrer, parce qu'on sait que c'est un joueur qui retrouve des sensations petit à petit. Mais ouais, le match des Spurs, grosse déception. Et côté monégasque, j'ai envie de voir si ce match-là va réussir à créer un lendemain, parce que c'est toujours la question, quoi. Ouais, c'est ça, Bocconioli dans le vestiaire, il y avait de la déception, tu m'étonnes, parce que là, dans le vestiaire, il y avait des regrets, de la déception, il y avait d'autres réactions de fierté aussi, je les partage. Quand tu crées autant d'occasions et que tu gardes un clean sheet contre un tel adversaire, c'est dommage de ne pas gagner. Ouais, je peux comprendre. Tu peux aussi noter le clean sheet et le fait que tu aies été dominant contre cette équipe. Mais c'est là où j'ai un petit regret, c'est que finalement, tu aurais pu prendre 4 points avant d'affronter le fameux Bodo Glimt et Paphos. Alors, bien sûr, c'est pas dit que Monaco gagne, mais dans une Ligue des Champions où tu as 2 adversaires comme ça, chapeau 4, c'est bien aussi de pouvoir prendre les points là-dessus. Et si Monaco avait eu 10 points au bout de 5 journées, alors qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas foufou le début de saison, tu vois, ils auraient pu réussir à inverser un peu cette tendance. Mais j'ai l'impression au moins les joueurs, ils ont adhéré à quelque chose sur ce match-là. Ils ont compris que ce qu'on voyait en Ligue 1, c'était très insuffisant. Ce qu'ils ont montré en Ligue des Champions, c'était aussi un peu la catastrophe. Enfin, le match de Bruges, c'est chaud, quoi. Enfin, honnêtement, ce qu'ils ont montré dans leur vie, parce que c'est ça aussi.
C'est dans l'état d'esprit, j'ai parlé des individualités, tout ça, mais dans la solidarité, même je trouve qu'à Monaco, il y a un truc qui s'est déconnecté. Et si Pocognoli réussit à ressouder le groupe, ça peut être quelque chose. Donc on n'était pas dans le vestiaire, mais peut-être que ça va réussir à proposer quelque chose de concret. Du coup, bah tu vois, samedi, tu as un match relou. Hein. Par exemple, Toulouse qui fait un début de saison très sympa en Ligue 1, ça va pas être simple à gérer. Ensuite, tu vas à Nantes, tu reçois le Paris FC, tu as ce fameux match contre Bodo Glimt dans 2 semaines, et après, la réception de Lens. Donc en Ligue 1, tu vas avoir à chaque fois des matchs pas évidents, tu joues tous les 3 jours. Tu as un effectif où tu n'as pas non plus une marche extensible. À voir si tu peux avoir des retours en plus de Mawissa, si Zakaria, si Camara, si Vanderson, ils peuvent venir apporter leur coup de main. Mais ce qui est sûr, c'est que le Bodo Glimt Monaco, et après, au retour de la trêve, le Paphos, c'est là où leur qualification va jouer. Il faut qu'il y ait minimum de chez minimum 4 sur 6, parce que sinon après, on rappelle, tu reçois Galatasaray. Alors pareil, il y a un monde où ça peut gagner, hein, bien sûr, mais après, tu as le Real, et en vrai, tu as la Juve. Alors la Juve au tirage au sort, tu dis, oulala, peut-être que la Juve d'ici janvier aura changé de coach. C'est probable, malheureusement, désolé pour le vieux père Igor Tudor. Et, euh, et peut-être qu'ils auront une nouvelle dynamique à voir. Mais c'est vrai, comme vous le dites, Bodo Glimt est très très chaud à la maison. Ils n'ont pas perdu d'ailleurs contre Tottenham. C'est une équipe qui a 70% de victoire à la maison. On rappelle, hein, c'est un stade qui est au-dessus du cercle polaire. C'est un synthétique. Donc c'est très très particulier comme ambiance. Mais pour le coup, bien sûr, je comprends le contexte. Et Bodo Glimt a battu l'Olympiakos, ils ont battu la Roma, ils ont battu Porto, ils ont fait tomber beaucoup de monde. Mais je prends la situation de Monaco. Si tu veux avoir un avenir européen, il faut aussi se faire violence et aller chercher des points là-bas, même si ce sera très compliqué. Ça, je le consens. Salut Yannou, j'espère que tu vas bien. Que tu vas bien l'ami. Et ouais, j'ai vu un message sur le chat, Biarrette c'est compliqué. Ouais, Biarrette, c'est pas simple, hein, encore une fois. Ce soir il rentre. Mais tu vois, Balogun aussi en croque pas mal. C'est plus, en fait, c'est dingue qu'à Monaco, il y ait beaucoup de neufs, que chacun a eu sa petite période. Balogun, l'an dernier à la même époque, je me sens que ça tournait bien, puis il s'est fait un truc à l'épaule, et derrière il a eu du mal à revenir. Ensuite, Biarrette est arrivé au mercato hivernal avec les 5 mois que vous connaissez qui ont été excellents. Il a marqué 14 buts, ça a été bluffant, mais il n'a pas su revenir cette saison. Alors est-ce que c'est le coach, est-ce que c'est lui? Faut quoi qu'il arrive qu'il se réveille, parce que un seul but alors qu'on est bientôt en novembre, ouais, t'es quand même un attaquant de l'AS Monaco, donc faut pas déconner. Inikena qui est jeune, qui a marqué des buts importants, notamment au Cerf, mais qui n'a pas encore un temps de jeu dingue. Mais c'est vrai que tu as l'impression que tout le monde n'a pas. Voilà, il y a des états de forme très disparates. C'est ça aussi, des fois, la chance, la malchance, justement, à Monaco. Et ouais, je crois que Yous avait précall la mauvaise saison de Biarrette qui ne réussissait pas à enchaîner. Donc peut-être que Pocognoli va réussir à tirer l'essence de ce joueur. C'est vrai que tu vois qu'il y a Idumbo, Enkena, Michal qui est revenu de la Coupe du Monde du vin où je l'ai trouvé pas mal du tout avec les Bleuets, Bamba et Cabral qui sont restés sur le banc ce soir, quoi. Donc ouais, Biarrette avait fait une bonne pré-saison en plus, trop bizarre. Ouais, c'est des fois, il y a des trucs un peu inexplicables. On va pas l'enterrer, hein. Mais bon, ce serait bien, tu vois, là il y a une période qui s'ouvre. Toulouse, Nantes, Paris FC, ce serait bien qu'il marque à au moins 2 des 3 matchs pour se rassurer et surtout lancer sa saison. Et peut-être qu'à travers ça, ça lancera aussi la saison de la SM, parce que c'est le genre d'équipe qui a quand même besoin, je pense, d'un buteur fiable en confiance. Et ce soir, malheureusement, ils se font aussi trahir par ça, parce que le contenu est bon, les intentions sont là, mais dans l'efficacité, ça se joue malheureusement sur ce genre de choses, quoi. J'ai peur que Poconui reste pas s'il y a des mauvais résultats. Après, rechanger de coach, il faudrait vraiment qu'il y ait un truc comme Postecoglou. Alors, c'est déjà arrivé, mais bon, Ange Marinakis n'est pas. Enfin, c'est un coach, c'est un président très instable. À Monaco, je pense qu'on va lui laisser quand même un peu de crédit. On va lui laisser minimum terminer cette première partie de saison. Après, s'il fait un truc comme Postecoglou, 6 défaites de nul et que tu vois pas d'évolution, peut-être qu'on le remettra en cause. Et alors là, et si Jardim encore une fois et si Jardim faisait un énième comeback? Mais non, je pense que Pocognoli, c'est un match qui peut lui servir de base de travail. Alors, avec les retours, c'est vrai que l'ASM, quand on voyait Zakaria et Camara à 100%, c'est quand même un des meilleurs milieux de terrain de France. Donc ça peut vraiment servir voilà, de très bonnes choses au coach belge qui reste jeune, hein, seulement 38 ans. On continue notre petit tour d'horizon des matchs, les amis. Bayern-Bruges et un large succès 4-0 pour ce Bayern-là, qui est absolument écœurant. Le Bayern, c'est 4
C'est 4 buts encore, c'est 12 matchs, 12 victoires. C'est juste fou, je sais même plus quoi dire sur cette équipe. Il y a un PSG Bayern qui arrive dans 2 semaines, j'ai trop hâte, ça va être super intéressant de voir la bataille tactique, les individualités, l'opposition de coach, l'opposition de style, le côté aussi spectaculaire, parce que je répète, mais les buts ce soir de Lennart Karl et de Luis Diaz, ils sont assez incroyables en termes de proposition, d'audace. Et tu vois, c'est là où je me dis que même un Nico Jackson, certains n'ont pas compris le choix. Alors Nico Jackson, je dis pas que c'est Pelé, c'est Pelé à la Coupe du Monde 58 en Suède, hein, mais tu vois, petit à petit, il commence à prendre ses marques, à marquer des petits buts. Il a aussi marqué avec le Sénégal des buts importants dans la qualification. Alors il n'a pas encore marqué en Bundes, il a juste marqué en LDC, mais ça peut venir petit à petit pour lui. Bon, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu parce qu'il a moins de... il a moins de 300 minutes pour l'instant, donc 300 minutes de but, c'est encourageant, mais tu vois, même un remplaçant comme ça, et si on parle de remplaçant, les amis, attention à Lennart Karl. Lennart Karl, c'est super intéressant. Putain, le Bayern, c'est quand même un super centre de formation et c'est bien de pouvoir nous le rappeler parce qu'à travers ce joueur, je l'ai dit, hein, le Bayern, il ne faut pas oublier que c'est un club qui a historiquement formé des gars. Ils ont formé Thomas Müller, ils ont formé Schweinsteiger, ils ont formé Philippe Lahm. Il y a Moussiala. Dans la jeune génération, il y a Kenan Yildiz qui est parti à la Juve à 15-16 ans, mais qui était au Bayern. Et ils auraient pu avoir un mec comme ça qui aurait pu, tu vois, sortir du lot. Mais c'est ça, pas fausse Bayern, Lennart Karl était entré en jeu de mémoire. Et là, c'était sa première titularisation avec des champions. Mais on a vu beaucoup de choses de sa part. Et notamment ce but voilà, où il arrive, il est à peu près devant le rond central. Il s'avance, il dribble 2-3 gars. Il envoie une praline pleine lucarne gauche de Mignolet. Et le but, il est fantastique, quoi. Franchement, ce joueur me plaît énormément dans ce qu'il propose. Et je vous le dis, l'âge, hein, parce que c'est un 2008. C'est 2008. Hein. On est déjà émerveillé de voir des 2007 avec la fameuse génération Rodrigo Mora, Lamine Yamal, Bouadi, des gamins comme ça, hein, même Mastantuono. On a des choses qui se passent qui sont assez bluffantes, quoi. Je crois que Robinho Vaz est aussi un 2008 de mémoire. 2007, ouais, tu vois, tu as cette génération 2007 décidément. Mais ouais, lui, c'est assez fort ce qu'il a réussi à proposer le gamin. Et bon, si on parle de fou furieux, je crois qu'Harry Kane, ça va se passer de commentaires. Mais l'enchaînement de ce gars-là, c'est juste fou, quoi. Depuis mi-août, il y a un truc où il a été décisif. Il est resté sur le banc contre le Pays de Galles. Sinon, il a été décisif à chaque fois, j'ai l'impression. Et non, c'est fort, quoi. C'est très très fort ce qu'il a réussi à proposer, quoi. Non, vraiment, ce mec, il est en train d'atteindre des standards qui sont tout juste fous, quoi. 12 buts, ouais, il y a du but partout, quoi. Lui, il réussit à avoir un niveau qui est juste bluffant. Et son match contre Dortmund, évidemment, il a eu ce rôle à la Matuidi, certains ont dit, où il allait, tu vois, redescendre bas, mais parce qu'en fait, à Tottenham aussi, il avait ce côté playmaker, où il a une telle qualité de passe qui sait tout faire, Harry Kane. Et je pense que Compagnie, il a voulu, tu vois, utiliser ça à bon escient, en se disant, j'ai besoin aussi de la qualité de passe, de la vision de Kane. Et tu peux voir que par exemple sur le deuxième but du Bayern, le renversement qu'il fait côté gauche pour Luis Diaz, c'est juste monstrueux, quoi. Le ballon d'or, aller chercher pour Kane ou j'abuse? Bah, il y aura des stats quoi qu'il arrive parce que Kane, Mbappé, Haaland sont sur des standards juste fous, mais il va y avoir quand même des temps de passage dans ce contre-la-montre. Va avoir le temps de passage Ligue des Champions, alors championnat évidemment, mais aussi Ligue des Champions. Si tu vas au bout, si par exemple Kane fait gagner le Bayern, bah, ça peut avoir une belle chance, mais tu as aussi la Coupe du Monde, qui est la flamme rouge, le sprint final. Et la Coupe du Monde, ça peut avoir aussi une grosse incidence. Parce que bah, si tu sors en huitième quart, que tu n'as pas fait grand-chose, il faudra un petit peu pondérer. On privilégie la LDC ou la Coupe du Monde. En vrai, la Coupe du Monde quand même. La Coupe du Monde, la LDC sera très important. Mais par exemple, même les grandes compétitions type Euro, hein, souviens-toi qu'il y a 2 ans, Rodri ne gagne pas la LDC, mais il gagne l'Euro avec l'Espagne et il devance un Vinicius qui avait lui gagné la Ligue des Champions. Donc les gros tournois internationaux ont quand même leur mot à dire. Et puisqu'on parle aussi d'années de grosses compétitions, tu as aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui peut-être pour certains joueurs, type Hakimi, hein, tu sais pas, hein, tu sais jamais, mais si Hakimi, tu vois, il emmène le Maroc au bout en étant monstrueux, qui regagne la LDC avec le PSG et le Maroc refait un beau parcours à la Coupe du Monde, par exemple un quart, pourquoi pas, tu vois, donc ça va être intéressant de voir ces différents temps de passage, quoi.
Portugal, Espagne et Argentine prennent la Coupe du Monde. Ronaldo, Yamal et Messi prennent le BO. Ah, peut-être. Après, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais je pense que la Coupe du Monde, à 65-70%, ça va être assez essentiel. 20% peut-être Ligue des Champions, peut-être un trop gros écart. Allez, 60%, 50% LDC, 30%, enfin 50% Coupe du Monde, 30% LDC, 10% club, ou peut-être 5% club et enfin championnat et 15% stats. Je pense que peut-être qu'on peut le repartager comme ça, la vision que tu peux avoir sur un potentiel ballon d'or, quoi. Mais s'il peut prendre encore, bah en vrai, il a des stats qui sont très très belles en MLS. Il sera avec l'Argentine. Si l'Argentine gagne la Coupe du Monde et que le gars il fait encore des matchs où on a vu certaines choses en éliminatoire avec l'Argentine, j'ai pas envie de l'exclure parce que c'est le fameux Tego et ça peut toujours avoir son incidence, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que quand tu vois les différents prétendants et la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, tu vois, tu as quand même une espèce d'équation à double inconnu où ça va pas être évident à résoudre. Après, moi, je peux m'avancer, je peux dire, bah, c'est vrai que je sens quelque chose chez Harry Kane, l'Angleterre est maudite en Coupe du Monde, t'as Mbappé, version Coupe du Monde avec l'équipe de France, c'est costaud, est-ce que ça va être la bonne pour lui avec le Real en LDC? T'as tellement de paramètres à prendre en compte que va falloir voir. Je pense que ça peut être aussi un vote serré, hein. Ça dépend. Hein. Si t'as des mecs qui sont monstrueux avec des champions, qui se plantent en Coupe du Monde et vice-versa, ça peut aussi rendre le vote assez illisible. Ou alors récompenser un joueur de l'ombre type Rodri. Ça peut être aussi ta lecture. Mais quand tu vois les monstres statistiques que sont Mbappé, Kane, Haaland, il y a un monde aussi où ça peut aller au bout en marquant des 70-80 buts, quoi. Salut Enzo, j'espère que tu as bien l'ami, que t'es en forme. Donc du coup, ouais, ce match-là, enfin, impressionnant, le Bayern est impressionnant depuis le début de saison. Et ouais, le PSG Bayern, le Bayern Arsenal, j'ai vraiment hâte. Et chapeau à Compagnie qui a prolongé son contrat jusqu'en 2029 parce que ça fait 1 an et 2 mois qu'il est là. Et son Bayern est une équipe extrêmement plaisante, on voit beaucoup de belles choses. Et là, je trouve que c'est un vrai aboutissement pour lui. Et il s'installe, ça pouvait être un pari, un intérim. Et finalement, si Compagnie, il reste plusieurs années là-bas, je ne sais pas trop quels sont ses objectifs ultimes. Est-ce que forcément c'est City parce qu'il a été un élément, une légende là-bas, même si tu vois il a eu son passage en première ligue Burnley qui n'a pas été évident. Est-ce que c'est la sélection belge? On ne sait jamais. Est-ce que c'est un grand d'Espagne? Mais en tout cas au Bayern, je trouve que c'est vraiment la méthode, le coach qu'il faut, quoi. Je trouve que ça se passe très très bien pour lui et c'est une belle récompense parce que il a su passer de belles étapes. Ah, autant en forme que l'immense Ajax de Johnny Ntinga. Putain, la dernière fois, tu étais passé sur le live, on se disait, mais Ntinga, est-ce qu'il va rester? Finalement, il est toujours là, quoi. Alors que pourtant, c'est un peu catastrophique. Beau maillot, encore une fois, le maillot de l'Ajax, le Ferd, là, avec ce côté beige, le petit col, les beaux coloris Adidas, comme d'habitude l'Ajax. Les fashion, ça passe bien, mais sinon, c'est chaud, quoi. Ouais, ça après 5-1. T'as Kenneth Taylor qui prend un rouge dès la 17ème. T'as le bon vieux Wout Weghorst. Alors, si vous n'avez pas vu Wout Weghorst depuis un moment, soyez pas choqués parce qu'il a les cheveux longs. Il a un petit catogan, donc c'est pas le joueur qui avait provoqué Messi à la Coupe du Monde 2022 avec les Pays-Bas et cette fameuse bataille entre l'Argentine et les Néerlandais. Sinon, non, bah, Chelsea qui a maîtrisé son coup parce que l'Ajax est très faible. L'Ajax, c'est dingue de le dire, hein. Pourtant, je pense que Kairat Almaty est l'équipe des 36 engagés qui est la plus faiblos. Mais l'Ajax, cette version-là, c'est peut-être l'autre équipe la plus faible. À cet instant précis, je vois plus de choses chez Paphos que chez l'Ajax. Et pourtant, tu vois des noms, tu dis, allez, peut-être, Mika Götze, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Tu as une défense avec des noms, tu vois, Soutalo, Itakura, international japonais. Tu as Oscar Gluck, qui était un gros espoir à Salzbourg. Raoul Moreau. Sur le banc, on a beaucoup dit du bien de Mokyo. Mais franchement, je te le dis, derrière Almaty, je pense que c'est la plus terrible, quoi. Petite histoire, la trêve, c'était soit on renforçait le staff avec un nouvel adjoint, soit on virait Itinga. Devinez quel choix à la con on a fait. Ah bah là, tu te punis toi-même. Et maintenant, alors, est-ce que l'Ajax peut réussir à faire le 0/8? L'an dernier, il y a des équipes qui ont fait un 0/8, non? De mémoire. Il n'y a pas... non, pas Bratislava. Est-ce qu'il y en a... Il y a Bratislava et Young Boys. L'Ajax ne sera pas à jamais les premiers. Parce qu'il y en a d'autres qui ont réussi cet exploit. Mais il y a un monde où pour l'Ajax, ça se transforme en véritable calvaire. Et en championnat, tu vois là, t'es quatrième, t'es déjà à 9 points du Feyenoord. Ah ouais, le Feyenoord, ils ont bien carburé, hein. Mais t'as perdu ce week-end contre l'AZ de mémoire. Ouais, c'est ça, t'as perdu 2-0 contre l'AZ, t'as fait 3-3 contre le Sparta Rotterdam. Oh là, ouf.
oh, les résultats, tu sais déjà que ça pue, quoi. Mais normalement, il aurait dû sauter après, pendant la trêve, t'as raison. Tu dois pas conserver ça. Enfin, ça sent l'équipe qui joue avec la peur et qui réussit pas à transcender ça. Et ouais, ils sont allés s'imposer, nos amis de la Z. Ouais, là, ça craint, franchement. Et maintenant, c'est quoi, du coup, les matchs de l'Ajax en Ligue des Champions pour peut-être faire le grand chelem. L'Ajax, du coup, va recevoir Galatasaray dans 2 semaines. Victor Osimhen contre cette équipe. Attention, ça peut faire de gros dégâts. Ensuite, tu reçois Benfica. Oh, le dernier ICO. Au moins, il y a une équipe qui ne terminera pas à 0 points. Est-ce que ce sera l'Ajax? Est-ce que ce sera Benfica? Alors, Benfica, ça va pas du tout. Mais je les vois quand même faire plus un résultat que l'Ajax. Après, ça peut être aussi un nul. Ensuite, tu as Karabag. Là-bas, ils sont allés taper Copenhague, ils font un bon début de LDC, ils ont mené au score contre Bilbao, donc c'est Ajax malade. Après, d'ici peut-être 2 mois, 1 mois et demi, ça peut changer, mais je vois quand même Karabag. Villarreal, Olympiakos. En vrai, il y a quand même des matchs qui sont accessibles pour une équipe comme l'Ajax, mais quand tu vois la tournure de la saison et la faiblesse montrée, je pense pas que ça va faire 0 points, mais attention, il y a il y a une grosse alerte rouge. Attention à ne pas rentrer dans l'histoire, quoi. Ouais, le Nulico, c'est exactement ça. Ah non, c'est terrible, hein, parce qu'évidemment, bah, l'Ajax ici, c'est une équipe qui nous parle à tous. Il y a un souvenir d'épopée fantastique. L'Ajax, c'est un synonyme un peu d'excellence, de beau jeu, de formation, d'équipe qui peut réussir à embêter des équipes top 5 européens. Mais là, la dynamique, elle est waouh. Franchement, c'est terrible, quoi. Mais comme je le dis encore une fois, merci Adidas pour les travaux parce que encore une fois récemment j'ai joué un paddle avec un maillot de l'Ajax et ils en jettent les maillots de l'Ajax. Faut le dire que c'est c'est des petits bijoux. Hein. Moi, attendez, maillot, je pense que c'est Third Ajax. Je pense que c'est celui-ci avec lequel j'ai joué. Hop. Alors attends, où est-ce qu'il est? C'est celui-ci, tu vois. Ah, celui-ci, il est magnifique. Celui-ci, il est incroyable, hein, tu vois. Il rend tellement bien. Il y a un côté un peu métallique, minéral que j'aime beaucoup. Alors, peut-être sur Bergwijn, ça fait mannequin. Sur moi, ça peut faire flic en civil. Mais quoi qu'il arrive, le maillot est beau, quoi. Donc, merci à l'Ajax au moins pour ça. Mais sinon, c'est dur le foot. C'est dur le foot. Hein. Et côté Chelsea, bah. Ils se sont rattrapés. Après, c'est un adversaire qui était supérieur, le Bayern. Mais quand même, ils réussissent tu vois, à prendre une nouvelle victoire. Ils avaient déjà battu Benfica. Bon, ils ont fait les 2 équipes les plus accessibles, peut-être, en attendant le Kairat. Et voilà, je pense que Chelsea, ça peut être un peu un poil à gratter, un outsider, à l'image de leur Coupe du Monde des clubs. Faut qu'ils aient des retours de blessures parce que forcément, t'as l'ami, comment il s'appelle, Palmer, qui est absent encore pour un gros mois de mémoire. T'as Joao Pedro qui était pas là. Tu as également Delap qui est revenu à l'entraînement. Tu as quelques absents, Kossi Koussa. Maresca, on l'a interrogé surtout sur les rouges que prend son équipe, parce que c'est vrai que Chelsea a pris beaucoup de cartons rouges sur cette entame de saison. Mais quand tu vois le 11, même entre guillemets bricolant, Estevao, qui je crois est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Chelsea en LDC, et Marc Gouillou, juste avant, qui avait battu ce record, donc ils ont battu 2 records dans la même soirée, et Estevao l'a devancé. Mais quand je vois Caicedo, Enzo Fernandez, Lavia en même temps sur un terrain, je souris parce que c'est 3 super joueurs. Et finalement, Gittens, je crois qu'il a créé 5 occasions ce soir, que c'est une performance qui n'a pas été souvent réalisée par Chelsea. Lui, son début de saison est compliqué d'un point de vue personnel, d'un point de vue statistique, mais c'est peut-être le genre de match contre un adversaire à sa portée qui peut un peu le lancer. Et puis notre ami Facundo Buanote, qui était pas loin de rejoindre l'OL, qui a eu sa petite titularisation. Alors, Buanote, on a annoncé qu'il serait pas dans la liste pour LDC, et finalement, vous le savez que l'UEFA autorise un petit peu de... Comment ça s'appelle autorise quelques petits passes droits. Si tu as des joueurs blessés longue durée, tu peux inclure un non inscrit. C'est pour ça que Luis Garcia, par exemple, a pris la place, je crois, de Medina. Après, je sais pas si vous avez suivi l'affaire, mais l'OL était pas loin d'avoir une exclusion ou peut-être un match perdu sur tapis vert contre Utrecht, parce que Gezal a été enregistré et en fait c'était une erreur de l'UEFA de le laisser, donc il est rentré à Utrecht et le club néerlandais, quand ils ont vu l'annonce, ils ont fait oh là là, on dépose un recours. C'est le retour après Thiago Almada
Un an après, c'est donc Ghezal qui fout un petit peu le boxon et tu te prends des réclamations. Mais pour le coup, c'est l'UEFA qui s'est trompé et la réclamation d'Utrecht est arrivée trop tard. Mais ça aurait été tellement un peu sévère, voire dégueulasse de perdre un match comme ça. Parce que bon, si l'UEFA te donne son feu vert, toi, tu es pour rien s'il se trompe, quoi. Au bout d'un moment, si encore Ghezal n'était pas sur la feuille de match et que tu l'avais inclus, tu l'avais fait rentrer, là, ça aurait été une faute professionnelle. Mais là, pour le coup, faut pas non plus abuser, quoi. Autre match qui était très important, les amis, Liverpool-Francfort. Parce que on avait une équipe de Liverpool qui restait sur 4 défaites de suite, toutes compétitions confondues. Une anomalie dans l'ère un peu moderne des Reds, même si je me souviens d'une saison, c'était je crois la 2020-2021, après le Covid, où ça a été compliqué, où Liverpool avait un petit peu souffert sous Klopp, où tu as eu des équipes, plein d'équipes qui étaient venues s'imposer à Anfield. Donc Liverpool a quand même connu. On sait que sous Klopp, il y a eu beaucoup de belles réjouissances, mais il y a eu des petits moments quand même avec des bas. Et là, pour Arne Slot, c'est le premier moment un peu difficile. Et là, ce qui était bien, c'est que tu as eu l'ouverture du score de Francfort. Attention, tu aurais pu douter, tu aurais pu t'effondrer, mais il y a les patrons, il y a les tontons de l'équipe qui ont répondu présent, notamment Ekitike. Et là, je tire mon coup de chapeau parce que dans ce contexte-là difficile pour Liverpool, Ekitike, je vois des choses à chaque fois. Ekitike, je trouve qu'il s'adapte très très bien. Il y a un gros prix, il y a 95 millions d'euros. Lui, pour le coup, il marque, il est décisif, il se montre à chaque fois intéressant. On peut se reposer la question de pourquoi recruter Isaac en plus, même si je peux comprendre l'opportunité de mercato, mais Isaac pour le moment c'est très difficile. Après, peut-être qu'Isaac, il était un petit peu comme Wirtz, hein. Il attendait d'être décisif, d'avoir ce déclic, pour l'instant il l'a pas eu. Wirtz pour le coup, lui, ça y est, on va plus l'appeler 007 ou Benten, il est enfin débarrassé de ça, il a été décisif, bon, il lui reste à le faire en première ligue, mais il a été auteur de 2 passes D, donc Wirtz, c'est peut-être pas le match le plus abouti de sa carrière, mais je pense que ça va le rassurer, et ça peut lui montrer que voilà, on le laisse pas de côté, on le met pas sur le banc. Par contre, Salah, c'était la deuxième fois qu'il se retrouvait sur le banc de suite avec Liverpool, ça lui était pas arrivé depuis 2017, j'ai vu ses stats, donc ça en dit quand même long. Et puis, une petite dédicace quand même à monsieur Slobozai, passeur décisif et buteur. Quel début de saison lui aussi. J'ai parlé d'Ekitike en termes de recrues, mais Slobozai, il a vraiment franchi un cap. Je le trouve exceptionnel. Je suis d'accord avec toi. C'est un joueur qu'on connaissait mon aversion pour certains termes, sous-côté, on n'en parle pas assez. Mais c'est bien aussi de pouvoir le mettre un peu en lumière parce que dans cette équipe de Liverpool où tu as tellement d'attaquants, de bons joueurs, des gros défenseurs, des latéraux, tout ce que tu veux, Slobozai, c'est un petit peu des fois, c'est le 10e, 11e joueur de complément. Et pour le coup, lui, je pense c'est peut-être le meilleur joueur des Reds sur le début de saison. Il a été bon latéral droit, il a été décisif avec ce coup franc contre Arsenal. Au milieu de terrain, je le vois retrouver des bonnes sensations. Il a été aussi décisif avec la Hongrie. Il a égalisé à la dernière minute contre le Portugal. Donc tu vois, je trouve qu'il traverse vraiment une bonne période. Là, je trouve que c'est la meilleure version de Slobozai pour l'instant du côté de Liverpool. On sait que c'est un joueur, je ne vais pas dire un peu particulier, mais il a cette élégance, il a ce profil à part. Mais si on réussit, et je trouve que c'est ça qui a été fait par Slot, un petit peu par Klopp, mais surtout par Slot, le côté travailleur. Et je trouve que franchement, il fait un début de saison qui est très sympa. T'as Van Dijk et Konaté qui marquent. Bon, pareil, tu trouves le plan de jeu de Francfort suicidaire. Malheureusement, Francfort, ça rappelle un petit peu les Leverkusen, ce qu'on a vu hier, quoi. Les équipes allemandes, je leur en voudrais jamais d'ouvrir le jeu comme ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense que ça peut causer leur perte. Et pour le coup, Liverpool a su en bénéficier à la fois dans ses attaques, mais attaques placées, attaques rapides, et également sur les coups de pied arrêtés, quoi. Pour Isaac, on verra si la théorie du ketchup se vérifiera. Ouais, c'est vrai que la théorie du ketchup, pour l'ami Isaac, ça peut être un moment un petit peu fondateur pour lui. Gakpo également qui a marqué. Mais c'est vrai que je pense que Liverpool avait besoin d'éteindre l'incendie. Et là, pour le coup, on a vu quand même une réaction de patron. On a vu que le match était à leur portée, que Ekitike a ouvert la voie, que tu as marqué sur plein de situations différentes. Le petit bémol, c'est Isaac qui sort à la mi-temps, qui est remplacé par Chiesa de mémoire. Pour le coup, on peut se dire que, attention, c'est un petit peu fâcheux parce qu'Isaac n'a pas marqué, il a été un ton en dessous du reste, mais dans cette soirée, tu as peut-être récupéré un Wirtz. C'est le début de quelque chose, donc il faudra évidemment que ça se confirme par la suite pour ces Reds-là. Du coup, Liverpool va enchaîner avec Brentford samedi, ok, un match de League Cup contre Crystal Palace, c'est pas un cadeau. Réception d'Aston Villa qui est en train de se redresser. Et là, il y a une dernière semaine avant la trêve de novembre, réception du Real Madrid et déplacement à l'Etihad le dimanche 17h30.
miam miam miam. On va bien manger en espérant qu'on ait enfin un très gros choc de PL qui soit monstrueux, parce que c'est vrai que les chocs de PL, on a eu le Newcastle-Liverpool qui était très divertissant, mais celui-ci, ouais, on a envie de voir parce que les City-Liverpool, c'est forcément Pep Klopp et c'était des oppositions dingues. Mais j'ai bien hâte de voir ce moment-là, quoi. À voir la situation de slot au terme de ce menu bien chargé. Non, c'est vrai, bah déjà, pour moi, il faut que contre Brentford et Villa, ça fasse minimum 4 sur 6 pour, comme je te dis, en Ligue des Champions, t'as sauvé, enfin, t'as pas sauvé, mais t'es à 6 sur 9 et surtout tu rebondis après ta défaite à Gala. Mais en PL, tu restes sur 3 défaites de suite. Et tu t'es fait un peu. T'étais l'équipe qui finalement gagnait aux dernières minutes. Tu t'es fait rattraper par Crystal Palace, par United dans ces instants fatidiques. Donc même les momentum de fin, Liverpool ne les maîtrise plus. Et là, t'as Brentford, on sait qu'aller là-bas, c'est pas simple. Et t'as Aston Villa, qui est une équipe jamais évidente à jouer. En plus, encore une fois, quand je vous dis, Aston Villa a très mal démarré. Ils ont attendu leur 4e ou 5e match, je crois, pour marquer leur premier but. Et depuis, tu vois, ils ont enchaîné quelques petites victoires. Ils ont battu, ils sont allés gagner au Tottenham Stadium, hein, avec ouais, Malen, McGinn, Rogers, Guessant, Camara, Onana, Dean, Torres, Konza, Cash, Martinez. Ouais, t'as l'impression que l'équipe elle bouge très peu, quoi. À part Guessant, c'est à peu près toujours les mêmes joueurs pour cette équipe-là. Et j'ai vrai, quelqu'un l'avait dit en tweet, la ligne défensive, Lucas Dean, Pau Torres, Konza. Non, pardon, c'était quand il y avait. Comment il s'appelle Lucas Digne, Tyrone Miggs, Konza, Cash, Martinez, c'était la ligne défensive quand Joe Biden a été élu. Donc c'est pour dire, il y a quand même une certaine longévité du côté des Villains, quoi. Mais ça va être intéressant pour cette équipe de s'en sortir. Guessant, je crois qu'il n'a pas des stats dingues, mais j'ai vu des supporters qui étaient contents de lui, de son attitude, qui tentait beaucoup. Donc ils se disaient que ça allait venir. Mais je crois qu'après, de toute façon, Guessant, il change un petit peu d'univers. Moi, je le voyais plus en Bundesliga. Bon, là, tu vois, il n'a pas encore marqué en PL et là, et en coupe, il n'a pas été. Ouais. Malheureusement, il nous a fait un 0-0-7 aussi Guessant. Bon, il n'a pas eu de gros temps de jeu. Mais je crois que j'ai vu des supporters qui disaient allez, on va lui laisser encore un petit peu de temps. Donc, c'est logique après. Ça s'entend totalement pour lui, quoi. Le Real Juve avec un match où tu dis que le Real a largement dominé. C'est vrai qu'ils ont eu des occasions, mais de ce que j'ai vu, la Juve a croqué des situations. Vlahovic a un face-à-face que Courtois remporte. Openda, tu sens que le mec est au plus bas de sa confiance, qu'il n'a pas transformé l'essai. Et finalement, bah, la Juve, encore une fois, la série, elle est terrible, quoi. Et pareil, hein, on se le répète, on se le redit, mais la Juve, à part Kefren Turam, le niveau du milieu de terrain, c'est pas possible. T'es la Juventus de Turin. Depuis 10-15 ans, tu as eu des milieux de terrain de fou, tu as eu la période Vidal, Marquisio, Pogba, Pirlo, tu as eu même Matuidi, Khedira, Pjanic, et là, tu as Kefren Turam que je trouve très bon, très intéressant, et pour le reste, c'est waouh, ouais, le niveau de la défense, de l'attaque aussi. Bah, Tudor, ça saute dans combien d'heures? De toute façon, il faut qu'on aille voir le calendrier de la Juve, hein, parce que je pense que à déplacement à la Lazio qui est pas dingue, qui est 12e. Bon, tu vois, ils sont qu'à 4 points de Milan, mais ce qui est sûr sur la dynamique, encore une fois, ils n'ont pas gagné depuis leur succès fou contre l'Inter 4-3, et c'était le 13 septembre de mémoire. Donc, compliqué pour cette équipe de la Juve. À Com, ça a été difficile. Vraiment, ils n'ont pas su, ils n'ont pas existé, hein, ils ont été malmenés. Là, ils vont recevoir le Sporting. Franchement, le Sporting, ok, ils peuvent aller faire un coup, mais la Juve se doit de l'emporter. Ensuite, t'as Bodo Glimt, t'as Pafos, t'as Benfica. En fait, ils ont un calendrier qui est quand même bon. En vrai, la Juve, il y a un monde où s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi, ils auraient même pu se retrouver dans les 8, quoi. Parce que là, le calendrier est bon. Et Monaco comme dernier adversaire. Ah ouais, franchement, t'as un coach qui réussit à retransformer ça, tu peux t'offrir ça, mais cette Juve-là, t'as même plus de certitude contre ces équipes, contre Bodo, contre Pafos, contre Monaco, contre Benfica. Ça va pas être évident, quoi. Bah, Jonathan David, c'est pareil, c'est pas bon, quoi. Jonathan David, c'est largement insuffisant. Et c'est ouf parce qu'on était tous en mode à se dire, oh, la Juve, ils ont fait un gros mercato, ils ont recruté beaucoup de monde. Ouais, ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas marqué. Ils avaient du coup Vlahovic, David, Openda en 9 potentiels. Ils avaient Yildiz, ils avaient Zegrova, ils avaient Conceição. Ils avaient beaucoup de monde et finalement la formule prend pas. Et même si je trouve qu'il y a des joueurs qui ont rien à faire là parce que Daniele Rougani qui a prolongé son contrat, Rougani titulaire dans la Juve,
Mais Rougani, l'époque de la grande Juve, il était réserviste. Il allait avec les U21. Il allait peut-être en tribune serrer des pinces le dimanche quand on l'invitait, quoi. Mais que Rougani soit titulaire dans la Juventus de 2025, c'est un problème. Ce gars-là n'a pas le niveau. Tant mieux pour lui, hein, qui prolonge son contrat, qui continue. Je souhaiterais à personne d'être au chômage. Mais c'est une anomalie, quoi. Ouais, c'est pas du niveau de la Juve. Pareil, je vous le disais tout à l'heure, Benfica, l'Ajax, c'est synonyme pour moi d'excellence. La Juve, quand j'entends Juventus, normalement, c'est un truc de prestige. C'est un truc, tu dois être, t'es le meilleur à ton poste en Italie normalement. C'est un truc, tu vois, un peu supérieur. Et là, pour le coup, il y a eu trop de passes droits et des mecs mid qui s'invitent dans ce 11. Et je comprends pas, ouais. Mais from Chiellini to Rugani, mais Chiellini qui maintenant s'éclate parce qu'en plus il a eu un master en économie, c'est une tête Chiellini. Chiellini, s'il a 44 piges, il a envie de revenir tous les jours. Hein, parce que franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et malheureusement, à force d'être trop indulgent avec des joueurs moyens comme ça, bah, tu te retrouves avec une équipe en perdition. Alors, le coach Tudor, je pense que ça peut sauter à tout instant. J'ai pas entendu. Ah si, j'ai vu une seule rumeur, c'est d'Interzic. Pourquoi pas, pourquoi pas, hein. Après, il n'y aura peut-être pas de révolution. Mais ouais, ça va être intéressant pour la Juve les prochaines heures, les prochains jours. Parce que, et comme je vous le dis, le foot va très vite. Hein. Tudor, il a gagné 3 matchs en mois d'août. T'avais tous les Marseillais qui disaient alors De Zerbi, s'il saute, on le reprend. Et là, 2 mois après, De Zerbi, t'as l'impression qu'il va faire quand même un bail longue durée. Et t'as également Tudor qui malheureusement va s'en aller. Et pourtant, Tudor à l'OM, j'ai énormément apprécié son passage. Mais là, pour le coup, la Juve, ça n'a pas fait quoi. J'ai aussi pratiqué le Rougani à l'Ajax. Moi, c'est très gentil. Non, mais tu sais que Rougani à Rennes, le stade rennais, il a fait 6 mois. C'était terrible aussi. Et il prolonge parce que j'imagine qu'il faut des joueurs formés, des Italiens pour la liste UEFA. Mais au bout d'un moment, quitte à prendre un jeune, autant aller chercher un mec de la Juve Next Gen. Parce que Rougani, pour moi, je le redis, ça symbolise la déchéance, la chute de la Juve, quoi. La Juve qui descend du chapeau 1, qui est même peut-être plus chapeau 2, qui est peut-être chapeau 3 en Europe. Mais Rougani joue encore, mais bien sûr qu'il joue encore. Alors en plus, ça reste entre guillemets jeune, enfin jeune, il a 31 ans. Tu vois, même Transfermarkt, il est valu à 2 millions d'euros. Comment un titulaire de la Juventus, un mec qui a 2 millions d'euros, normalement, c'est, quand je te dis, c'est en réserve, quoi. Désolé, hein, s'il y a de la famille de Rougani qui m'écoute, j'ai rien contre lui, encore une fois, c'est plus un truc qui m'étonne de voir ce gars-là à la Juve, quoi. Et tu vois, il a fait 153 matchs avec cette équipe, euh, un match avec Rennes et un match de LDC. Mais attends, les gars, il a fait qu'un match avec Rennes. J'ai l'impression qu'il était resté 6 mois, qu'il avait fait 8-9 matchs. Il a fait un match à Dijon, et après il s'est blessé, il est rentré. Fantastique. Et on le prolonge. Ouais, l'Ajax, 15 matchs aussi, ça sent pas le truc dingue, quoi. Donc ouais, c'est vraiment... ouais, un match, moi aussi je tombe des nues. Bah, tu vois, notre ami Transfermarkt, il nous rappelle ça, quoi. En Serie A, à 31 ans, tu te rappelles de la Juve Next. C'est pas faux de dire qu'en Italie, on a tendance à lancer peut-être certains joueurs assez tardivement, quoi. Donc voilà, ouais, c'est malheureusement pour la Juve, pour Tudor, ça sent un petit peu la fin. Et le Real, bah, t'as Bellingham qui a marqué son premier but de la saison. Une action, je vous invite à aller voir Vinicius, le travail qu'il a fait. Le Vinicius qu'on adore, le dribbleur, le mec qui a la vision. Sa frappe va sur le poteau et Bellingham était bien placé pour reprendre. Mais ce but a été créé par Vinicius et vraiment, c'est un Vini que j'aime bien parce que même si encore une fois, tout n'est pas rose, qu'on se pose beaucoup de questions sur son avenir, sur sa place dans la hiérarchie du Real, faut pas être... Enfin, on n'est pas aveugle, je pense que Mbappé est devenu numéro 1 et que lui doit se faire malheureusement un rôle de lieutenant et pourtant, par rapport à ses accomplissements, c'est dur hein, de redescendre peut-être d'un étage, mais s'il réussit à revenir avec cette bonne volonté et surtout un profil qui est rare, enfin Vinicius c'est un des meilleurs joueurs au monde quand il est à 100%, quand il est comme ça, et ce Real-là qui se reconstruit petit à petit, bon, je parle pas d'un Real qui est redescendu en 4ème division, hein. Et quand je le dis, c'est quand même que tu as un nouveau coach, tu as beaucoup de joueurs qui arrivent, tu as la volonté de lancer des jeunes, de faire de la place à Arda Güler, à Mastantuono. Et je me dis que Vini, tu vois, si Xabi réussit à le reconnecter, ça peut être bien, quoi. Dis-toi qu'il a prolongé jusqu'en 2029, Rougani. Non, mais vraiment, des fois, passez-moi le numéro de téléphone d'Amien Comoli. Il me faut une explication. Parce que ça, c'est une véritable curiosité sans nom, quoi. Et ouais, du coup, le Real, qui, quand même, défensivement, a fait un clean sheet. T'as Bellingham qui a marqué. T'as Vini qui a été très très bon. Mbappé qui a été un peu plus dans le dur. Mais ça peut lui arriver aussi d'avoir des matchs dans ce début de saison qui, globalement, est très bon. Et
Ce qui est bien pour le Real, c'est que samedi, hop, 16h15, le rendez-vous est pris, le petit classico, pas mal, hein, parce qu'évidemment l'an dernier on se souvient que les classicos ont tourné exclusivement à la faveur du Barça avec quelques gifles monumentales. C'est l'heure de la revanche, c'est l'heure de voir une équipe qui a changé de coach, l'autre qui a le même entraîneur mais qui est dans sa deuxième année avec des blessés, avec quelques rares recrues, une incertitude défensive et un Real qui se cherche encore, qui pour l'instant sur son très gros match est passé à côté, le fameux 5-2 contre l'Atlético. Donc non, ça va être intéressant de voir ce match entre le Real et le Barça, surtout que je vois que c'est vrai que t'as Valence ensuite et t'as le fameux match contre Liverpool. Donc beau calendrier pour le Real, quoi. On va voir comment ça va tourner pour eux. Et puis un petit mot sur les autres matchs. L'Atalanta Slavia Prague 0-0. L'Atalanta qui ne bonifie pas sa victoire précédente et contre l'équipe du Slavia. Alors, si vous étiez sur hors-jeu à 17h, je l'avais dit, attention parce que l'Atalanta, même si c'est vrai que cette équipe est la seule invaincue en Serie A, alors la seule invaincue, ils sont en train de nous faire comme la Juve de Thiago Motta, quoi. Beaucoup de matchs nuls, de partage de points. Et Joric, moi j'avoue que ce coach, c'est comme Rogani, j'ai rien contre la personne, mais c'est juste qu'au niveau des compétences, j'ai des doutes et qu'il se retrouve là. J'ai un peu de mal et pourtant quand tu vois encore cette équipe de l'Atalanta, tu vois des noms, tu vois une attaque de Kateler, Kristovic, Lookman, sur le papier ça me plaît, ça me parle, mais ça finit avec 0 but. Ederson de Roon au milieu de terrain, c'est pas mal aussi, belle défense, les pistons ok, mais tu vois ils réussissent pas à battre le Slavia Prague. On avait vu que le Slavia avait déjà fait quelques résultats en Europe. C'est vrai qu'ils nous font une Celta Vigo, c'est vrai que c'est un petit peu ça, quoi. C'est vrai que je pense que tout le monde va oublier ce résultat et ce match une fois qu'on aura cut le live et qu'on aura encore une fois sera passé à une autre journée. Mais ouais, l'Atalanta, ça a un petit peu du mal à enclencher des points. Et malheureusement, bon, ils sont à 4 sur 9, rien d'alarmant. Et quand je vois l'équipe et le rendu, au global, hein, parce que ce soir, j'avoue qu'ils ne sont pas beaucoup passés dans le multi, c'est pas simple. Et Galatasaray-Bodo Glimt, un des matchs à l'éditeur 45, très intéressant parce que évidemment, Galatasaray était supérieur à dominer son sujet parce que Bodo Glimt a une philosophie de jeu un petit peu risquée et même suicidaire, hein, parce qu'évidemment, les relances courtes, quand tu as un bon pressing avec Osimhen qui a couru dans tous les sens, avec également Agoun qui en a raté une ou deux, Yilmaz et même Lemina qui a récupéré un ballon très très haut. Non, franchement, le match était super plaisant. Bodo Glimt, tu vois la qualité dans le jeu, tu vois des occasions. Je pense juste que défensivement, c'est bien de vouloir jouer comme ça. Je vais pas jeter la pierre au coach, mais c'est vrai que faire des sorties de balles aussi propres avec des fois des joueurs qui ne peuvent pas tout maîtriser, surtout face à un contre-pressing, un pressing adverse très intense et un stade bouillonnant, c'est peut-être pas le meilleur environnement pour le faire. Et Osimhen, non, Osimhen c'est très très fort. Osimhen, je suis bluffé à chaque fois que je le vois, que ce soit avec le Nigeria, avec Gala, c'est un bête d'attaquant. Il a que 26 ans, ça reste jeune, hein, il va avoir 27 fin décembre, mais lui pour le coup il a quand même encore une fois des stats, je pense que ça va tous nous parler, parce que même l'année où Naples dégringole un petit peu, il reste à 15 buts en 25 matchs de Serie A, c'est quand même un beau ratio. Avec Gala, l'an dernier il a marqué 26, 5, donc 31, 37 buts, toutes compétitions confondues. Et cette saison, il est déjà à 5 buts. C'est vrai qu'il a une grosse blessure, donc il n'a pas pu enchaîner. Mais ce qu'il dégage sur le match de ce soir, il dégage un truc Osimhen de puissance, de supériorité, de facilité. Vraiment, une fois que tu le trouves dans la surface, dos au but, c'est un mec qui réussit à se retourner tellement facilement. Ah, c'est fort. Franchement, j'ai toujours bien aimé cet attaquant depuis le LOSC. Sa saison avec Vara en 2022-2023 qui était waouh, juste stratosphérique. Et le voir à Galatasaray, je le dis, tant mieux parce que c'est une opportunité dingue pour la Turquie, pour Gala d'avoir un tel attaquant à ce moment de sa carrière présent. Mais normalement, ça doit être l'attaquant titulaire de Chelsea, ça doit être l'attaquant titulaire de Manchester United, de n'importe quelle équipe vous voulez. Mais ce gars-là, pour moi, c'est un top 5 de sa génération. Au niveau du potentiel, je pense qu'on même au niveau de ce qu'il a montré à Naples, on a pu l'inclure au bout d'un moment. Mais ouais, c'est franchement, à chaque fois que je le vois, je suis estomaqué, quoi. Et il a sauvé le Nigeria aussi, parce que le Nigeria était mal embarqué dans les qualifications. Il y avait un match couperé contre le Bénin. Il en a mis 4. Et on sait qu'il va y avoir bientôt le fameux barrage, les barrages continentaux pour l'Afrique, avec également la RDC. Et alors je pense qu'ils l'ont peut-être pas encore affiché, parce qu'ils ont affiché les matchs de Cannes. Mais on sait que Coupe du Monde, il tombe sur qui déjà exactement? Parce qu'il y a le Gabon, il y a la RDC
Et hop, éliminatoire, le programme dévoilé. Euh, le Nigeria affrontera le Gabon en demi-finale le 13 novembre. Une victoire les mènera en finale le 16 novembre contre le Cameroun ou la RDC. Ok, donc Nigeria-Gabon, tu vois. Et là, en vrai de vrai, un Osimhen version sauveur, ça peut changer la donne dans ce mini-tournoi. Je peux te dire que peut-être la RDC, c'est l'équipe la plus équilibrée. Le Gabon a fait une bête de phase de qualification. Le Cameroun, parce que c'est le Cameroun, et que tu te méfies toujours d'une bête blessée. Mais par contre, Osimhen qui porte son équipe, ouais, j'ai envie d'y croire à ce scénario-là, quoi. Donc méfiance, et franchement, je le redis, je suis bluffé par la qualité de ce joueur qui te transmet un truc sur le terrain qui est assez bluffant. Et Icardi, il est entré en jeu, tu demandais. Donc ouais, je pense qu'Icardi est plutôt la doublure. 32 ans déjà, Icardi. Hein. On se souvient tous de son visage un peu poupon juvénile quand il portait l'Inter, quand l'Inter n'était pas encore une équipe qui gagnait des titres en Serie A et qui faisait des gros parcours en LDC. Mais c'est vrai que lui, il a bien rentabilisé son passage à Gala, j'ai l'impression, hein, parce qu'il a eu pas mal de beaux accomplissements. Et puis un dernier mot avec le Bilbao Karabag, qui s'est terminé par un succès 3-1 des Basques, qui ont été menés au score très très vite. Donc Karabag était pas loin de rejoindre le Real, Arsenal, l'Inter et le Bayern, le PSG pour faire le 9/9. Mais finalement, une forme de logique a été respectée avec un doublé de Gorka. J'ai vu que Nico Williams n'a pas été dingue. Je sais qu'il a mis du temps à revenir de sa blessure, donc attention. Mais voilà, les Basques, j'ai l'impression qu'ils ont fait le taf. Et encore une fois, on le répète, mais l'un des buteurs, c'est Robert Navarro. Et Robert Navarro, très très jeune, était passé par Monaco. Donc un match à Monaco en 2019. Donc pareil, un joueur, il a que 23 ans. Donc à Monaco, ça veut dire qu'il a joué, il avait 17 ans, peut-être 16. Putain, c'est chaud, quoi. Bilbao, quand Nico est pas en forme, c'est compliqué. Bah, c'est vrai que lui, c'est vraiment leur atout majeur. C'est leur facteur X qui peut changer la donne. Et après, on sait avec l'Espagne que c'est un bête de joueur. En club aussi, il a fait de belles choses. Ça aurait été quand même, tu vois, intéressant de le voir débarquer dans un Bayern, un Barça, pour le voir dans un environnement, dans un top club européen. Mais à Bilbao, comme je le dis, j'aime bien aussi voir de belles histoires. Et le fait qu'il prolonge dans son club formateur, son club de cœur, avec son frère, tout ça, ça reste aussi sympa à voir comme récit, quoi. En tant que Madrilène, oui, au Bayern, ça aurait été top. Ah bah, oui, hein, mais c'est vrai qu'avec il y a un Nico Williams, parce qu'à chaque fois que je le vois, j'ai le souvenir de l'Euro 2024, ce joueur était tellement fort, tellement incroyable. Et là, tu as quand même quelques anciens, parce que tu as Berchiche qui était titulaire, tu as Laporte qui est revenu de l'Arabie Saoudite, tu as Unai Simon qui est au cage. T'en vois encore des anciens dans cette équipe de Bilbao, et du coup qui a pris son succès 3-1. Du coup les amis, prochaine journée, le programme, on va aller voir un petit peu ça. Donc on se retrouve le mardi 18h45 avec Naples-Francfort et le Slavia Prague-Arsenal, pas mal. Le Naples-Francfort, deux équipes qui sont à 3 points, un peu un match couperé, ça peut être pas mal. Le soir même, 21h, Atlético USG, Liverpool-Real, Tottenham-Copenhague, Olympiakos-PSV, Juste Sporting, PSG Bayern. Putain, ils mettent PSG Bayern et Liverpool Real en même temps, c'est chaud quand même. Hein. Parce que franchement, j'avoue, j'aurais bien voulu avoir un coup d'œil sur deux matchs. Hein. Bon bah désolé les gars, hein. On va faire un écran PSG, un écran multiplex et un écran Real. Hein. Il y aura pas le choix. Je vais avoir mon l'ordi, enfin le bureau va ressembler à un bureau de la NASA. Ça va être assez fou. Et tu auras également le Bodo Glimt Monaco la même soirée. 18h45, Pafos Villarreal et Karabag Chelsea. En vrai, Karabakh-Chelsea, ça peut être intéressant. Mais pas fausse, j'ai bien aimé à chaque fois leur match contre l'Olympiakos et Almaty à 10 contre 11. Donc peut-être jeter un petit coup d'œil. Le soir même, on a City Dortmund, Newcastle Bilbao, Ajax Galatasaray, Bruges Barcelone, Benfica Leverkusen, Inter Kairat Almaty et Marseille Atalanta. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ça va être intéressant. C'est vrai, comme tu le dis, tu aurais pu inverser presque un Marseille-Atalanta avec un PSG Bayern et on aurait été bien parce que là, bon, t'as des matchs très sympas. Moi, j'ai pas besoin de me demander. Hein. Moi, j'ai trouvé mon bonheur à chaque affiche. Hein. Mais c'est vrai que voir un Liverpool Real et un PSG Bayern, même pour les télés, je pense, la répartition aurait pu être un peu plus intéressante.
En tout cas, merci à vous les amis, on va s'arrêter là, d'avoir suivi ce débrief tardif, mais voilà, comme je vous dis, j'avais la forme, j'avais la patate, je me disais j'étais chaud pour enchaîner après hors-jeu, et puis comme ça, dédicace aux travailleurs, à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui m'écoutent sur la route, voilà, je me disais que c'est aussi une petite passe D pour que vous puissiez avoir le petit contenu bonus comme ça. Donc on se retrouve, nous les amis, dimanche pour le débrief Ligue 1, après Lyon-Nantes. En plus, tu as également le beau match Lens-Marseille, tu as des belles affiches ce week-end en Ligue 1, on a vu qu'il y a le Monaco-Toulouse, donc ça va être assez intéressant de voir tout ça. Ce vendredi sur la chaîne, une nouvelle vidéo, une des interviews qu'on avait pu faire à Madrid avec hors-jeu, j'ai récupéré Rush, donc je me suis occupé de ça, ça va être prêt pour vendredi. On va parler formation, donc ça va être assez plaisant, c'est un thème, vous savez, qui me passionne. Donc voilà, une demi-heure avec un ancien formateur d'un club de Ligue 1, ça va être tip top. Et puis encore une fois, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne semaine, et on se dit à dimanche les boss. Salut à tous.